Pluton, une planète naine glacée située à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Hier encore, elle n'était pour les astronomes qu'une petite tache floue. En 2006, une sonde baptisée New Horizons s'est envolée. C'est un voyage épique. Destination, les confins de la Voie lactée. Il va nous mener plus loin que toutes les missions d'exploration précédentes. Sa mission sera de collecter des images d'un monde mystérieux qui pourrait receler les secrets de l'origine de notre système solaire. Y aura-t-il des surprises? Certes. Mais ces surprises ne seront pas toutes bonnes. About 1:55 p.m. local, we've lost signal with the spacecraft. Aurait-on heurté quelque chose? Après un sauvetage in extremis, Pluton apparaît enfin, révélant un monde plus étrange qu'on n'aurait jamais imaginé. Waouh! On voit un cœur! 19 janvier 2006, une fusée Atlas V, puissant lanceur de 65 mètres, s'apprête à décoller de Cap Canaveral. C'était un de ces jours où on se dit « Ça y est, aujourd'hui, soit le projet réussit, soit il échoue. » Parce que quand ça se passe mal au lancement, c'est spectaculaire. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a voyage to visit the planet Pluto and beyond. Le lancement est effectué à une vitesse record, 58 000 km/h. New Horizons a besoin d'acquérir le maximum de vitesse pour traverser le système solaire et tenter une manœuvre unique dans l'histoire des vols spatiaux. Un survol au plus près de Pluton, une planète lointaine et mystérieuse, comme nous n'en avons encore jamais exploré. Au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, l'heure n'est pas encore à la fête pour l'équipe New Horizons. Quand la fusée a décollé, il y a eu une explosion de joie. Puis, on a retenu notre souffle. Car rien n'est gagné tant qu'on n'a pas reçu de la sonde le signal que tout va bien. Il n'y a pas de mission tant qu'on ne sait pas si la sonde communique avec la Terre. L'attente s'installe. Tout est source d'inquiétude. On a résolu tous les problèmes qu'on a pu identifier. Essayer d'anticiper une multitude d'éventualités, c'est le défi des vols spatiaux. Près d'une heure s'écoule. Enfin, les techniciens reçoivent le premier signal de New Horizons. Les chercheurs se sont tournés les uns vers les autres en disant « C'est génial !» Ça a été un moment de joie intense. C'est le meilleur moment, celui où la mission devient réalité. Cette étape n'est que le premier défi d'une longue série qui va ponctuer un périple de près de 10 ans. 9 heures seulement après son lancement, elle croisait déjà l'orbite de la Lune. Un trajet que les astronautes d'Apollo avaient effectué en 3 jours. Pourtant, même en voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres/heure, New Horizons mettra plus de 9 ans à atteindre sa destination. Elle explorera alors les confins du système solaire à plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà des planètes que nous connaissons. Mars et sa surface rocailleuse de couleur rouille, la géante gazeuse Jupiter et sa puissante tempête, Saturne et ses surprenants anneaux, Uranus, où des vents turbulents soufflent à plus de 800 km/h, et Neptune, une planète si loin du Soleil qu'il lui faut 165 ans pour accomplir une révolution autour du Soleil. Enfin,
New Horizons atteindra Pluton. Un monde que nous ne pouvions jusqu'à maintenant représenter que par le moyen de l'art, comme ici. Dans les années 1950, les écoliers apprenaient que notre système solaire comptait 9 planètes, Pluton étant la dernière et la plus isolée. On aimait tous Pluton, cette drôle de planète à l'autre bout de la galaxie. On ne retrouve pas le même degré de popularité, le même lien émotionnel, ni le même niveau d'intérêt pour Uranus ou pour Mercure. Pluton captive l'attention des gens. Les anglo-saxons sont particulièrement attachés à Pluton. Sans doute est-ce dû à ce célèbre personnage Disney. Pluton en anglais se dit Pluto. Or, ce chien sympathique a été créé à peu près à l'époque où la planète a été découverte. Au fil des ans, nous avons appris à connaître Pluto. On ne peut pas en dire autant de cette mystérieuse petite planète. En effet, Pluton et ses lunes n'ont été observés qu'à des milliards de kilomètres de distance. Nos meilleures images, une simple tache floue. Le télescope spatial Hubble, l'un de nos instruments d'observation les plus grands et les plus puissants, qui livre des clichés saisissants de galaxies lointaines, ne fournit que ces images pixelisées de Pluton. Car celle-ci n'est pas seulement éloignée, elle est également très petite. Pourtant, malgré cette piètre résolution, ces clichés suggèrent quelque chose de fascinant. Une image générée par ordinateur à partir de ces précieux pixels révèle que Pluton présente une surface étonnamment variée. Les zones claires pourraient correspondre à de vastes étendues de glace. La signature spectrale de la glace est clairement identifiable. On discerne d'autres éléments, mais on ne sait pas exactement de quoi ils sont composés. Une chose est sûre, l'une des rares planètes du système solaire à présenter une surface aussi variée, c'est la Terre. Autre certitude, Pluton possède une atmosphère assez étrange. Au cours de sa révolution longue de 248 ans, alors qu'elle s'approche du Soleil, sa surface gelée se met à fondre. Peu à peu, son atmosphère émerge. On observe des gaz qui s'échappent de la surface, créant une atmosphère temporaire. Pluton possède un type d'atmosphère qui est unique dans cette région reculée du système solaire et qui n'a encore jamais été étudiée. Cette région est si inaccessible qu'on ne savait quasiment rien d'elle jusqu'aux années 1990. À cette époque, de puissants nouveaux télescopes découvrent que la petite planète Pluton n'est pas aussi seule qu'on le pensait. Elle fait partie d'une zone du système solaire externe qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, la ceinture de Kuiper, un immense anneau. Située à des milliards de kilomètres du Soleil, la ceinture de Kuiper contient des centaines de milliers de corps glacés. Bien qu'ils ressemblent à des astéroïdes composés de roches et de métal, ces objets cachés aux confins de notre système solaire sont constitués d'un mélange de roches et de glace. Ce sont des vestiges de la naissance du système solaire qui sont restés figés. Les observer, c'est comme analyser des fossiles témoins de l'évolution du système solaire. On ne peut pas dire là on y est déjà allé, car ce n'est pas le cas. On a déjà exploré la région des planètes telluriques, celle des géantes gazeuses. Aujourd'hui, on découvre une toute nouvelle zone du système solaire qui n'avait jamais été visitée. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ce qui rend l'aventure passionnante. Comment conçoit-on un engin spatial destiné à effectuer un voyage de 5 milliards de kilomètres vers une destination inconnue? Explorer une nouvelle région comporte toujours une part de risque. La mission New Horizons a dû relever une multitude de défis. On va à l'autre bout du système solaire, ce qui représente 30 fois la distance Terre-Soleil. Et pour y arriver en un laps de temps raisonnable, on a dû construire la sonde la plus légère possible et l'installer dans la fusée la plus grande possible. On ne pouvait pas utiliser des panneaux solaires car le rayonnement solaire est trop faible.
On a donc embarqué une source d'énergie nucléaire. On a un ensemble de 7 instruments pour réaliser différentes mesures. Ils pèsent au total dans les 30 kilos. Ces 7 instruments scientifiques qui, mis ensemble, sont à peine plus gros qu'un piano à queue, portent des noms fantaisistes. Pepsi, SWAP ou encore Rex. 2 d'entre eux ont été baptisés d'après les héros d'une série américaine des années 1950, The Honeymooners, Ralph et Alice. Tous ces instruments vont analyser la surface et la géologie de Pluton et révéler les secrets de sa mystérieuse atmosphère. Dans les années 1980, l'un des meilleurs moyens d'observer l'atmosphère plutonienne était de recourir à cet appareil. Un avion cargo C-141 transportant l'observatoire aéroporté Kuiper. Cette plateforme d'observation était loin d'offrir tout le confort souhaitable. L'observatoire Kuiper n'est pas conçu pour être confortable. On porte un casque micro en permanence, il y a du bruit, il fait froid, et le télescope placé au centre de l'avion rebondit. Mais en volant au-dessus des nuages, les chercheurs ont la possibilité d'enregistrer un événement rare appelé occultation stellaire. Au cours de ce phénomène, un objet céleste, comme Pluton, passe devant une étoile brillante et occulte sa lumière. Si l'objet occultant est entouré d'une atmosphère, le disque stellaire disparaît, puis réapparaît peu à peu. S'il en est dépourvu, la lumière disparaît d'un coup et réapparaît tout aussi soudainement. L'enregistrement qui va suivre a été effectué à bord de l'observatoire aéroporté Kuiper la nuit du 9 juin 1988. L'objectif des chercheurs était de déterminer si Pluton possédait une atmosphère. Le halo entourant Pluton s'est lentement atténué, faisant entrer l'équipe dans l'histoire. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe. C'est ce qui a lancé ma carrière d'astronome. Pas mal comme début. Parmi les instruments placés à bord de New Horizons pour étudier l'atmosphère de Pluton, se trouve Alice. Cette maquette est une reproduction à l'échelle d'Alice. Alice est un spectromètre ultraviolet, un télescope qui décompose la lumière en un spectre de couleurs. Chaque élément chimique réfléchit et absorbe la lumière d'une manière qui lui est propre, créant ce qu'on appelle un spectre de raies. Le spectre de l'hydrogène ressemble à cela, et celui de l'azote à cela. De puissants télescopes terrestres ont déjà mis en évidence des molécules d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone à la surface de Pluton et dans son atmosphère. On pense qu'il y en a d'autres, mais on ne peut pas les détecter. Lorsque la sonde passera à quelques milliers de kilomètres de Pluton, Alice cherchera à identifier ses composants. À la fin du survol, la sonde pivotera sur elle-même pour offrir à Alice une vue exceptionnelle de l'atmosphère de Pluton, observée à travers la lumière du Soleil. On peut utiliser le Soleil comme source de lumière pour sonder l'atmosphère et détecter la signature spectrale de certains types d'atomes et de molécules. Tandis qu'Alice sondera l'atmosphère de Pluton, son partenaire Ralph, un spectromètre infrarouge, tentera d'identifier la signature chimique de ces molécules à la surface de Pluton. On veut savoir à quoi correspondent les surfaces très claires sur Pluton. On pense qu'il s'agit de neige de méthane et d'azote moléculaire. Mais il y a d'autres régions où la neige semble absente et qui sont probablement des gisements d'hydrocarbures plus rouges et plus foncés. Ralph révélera la composition de ces étranges zones sombres. Mais pour obtenir des vues détaillées de Pluton, il faut un instrument doté d'un téléobjectif exceptionnel. Baptisé LORRI,
le plus grand imageur embarqué à bord de New Horizons fournira d'extraordinaires images de la surface plutonienne. LORRI prendra des photos si détaillées que s'il survolait la ville de New York, on distinguerait l'Hudson, l'East River et même Central Park. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette image de New York a été prise par un satellite passant à 600 km de la Terre. LORRI est si puissant qu'il atteindrait le même niveau de détail à 11 000 km de la Terre. Mais envoyer un télescope doté d'un tel objectif dans le froid glacial de la ceinture de Kuiper n'est pas sans risque. Une partie du télescope est en contact direct avec l'espace et se refroidit à travers cette ouverture. Résultat, une partie de la caméra est froide et l'autre partie est chaude. Ça modifie la forme du télescope et peut dérégler l'optique. Le risque est d'obtenir ce genre d'image. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont recours à un matériau présent dans les gilets pare-balles. Si ces derniers sont aussi résistants, c'est grâce au carbure de silicium. LORRI est composé d'un carbure de silicium spécial, capable de résister à des variations de température sans se déformer. Il est à la fois très solide et très léger. Toutes sortes de problèmes peuvent se poser. On a essayé de les anticiper et d'élaborer des plans de secours et des plans de secours pour les plans de secours. On a travaillé pendant des années pour préparer la sonde et parer à toute éventualité. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Pour l'équipe New Horizons, attendre de voir si son dur labeur sera récompensé est un défi, et non des moindres. La sonde est préprogrammée pour tout faire elle-même pendant le survol. En cas de problème, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'appeler pour lui dire « Hé, tu ne regardes pas au bon endroit. Tourne-toi un peu vers la gauche. » Lorsque la sonde arrivera au voisinage de Pluton, il lui faudra 4h30 pour transmettre un signal à la Terre. Et les instructions de l'équipe mettront tout aussi longtemps pour lui parvenir. En cas de problème, il nous faudra plus de 9 heures pour intervenir. Or, les données scientifiques les plus importantes sont collectées sur une période d'environ 12 heures. Le timing doit être précis. Les commandes sont censées se déclencher à des heures prédéfinies. Si les réglages changent trop, on aura beaucoup d'images de ciel noir et peu de données scientifiques. « 28 février 2007. New Horizons voyage depuis plus d'1 an. Dans le centre de commande du laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, l'équipe se prépare pour le premier véritable test de la sonde depuis son lancement. À l'approche de Jupiter, New Horizons devra atteindre une zone de seulement 800 km de large pour bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la géante gazeuse. Cette manœuvre lui permettra d'acquérir une vitesse nettement supérieure. Le principe est le même que pour la technique du coup de fouet utilisée au roller derby. Une patineuse utilise l'élan d'une de ses coéquipières pour se propulser et accélérer. C'est l'effet que la sonde va tenter d'exploiter en survolant Jupiter. Dans la salle de contrôle, la tension est palpable, en particulier pour la directrice des opérations ou DDO, Alice Bowman. Elle prépare cette manœuvre depuis des années et sait parfaitement quelles seraient les conséquences d'un échec. Si on ne survolait pas Jupiter, ça rallongerait le voyage de plusieurs années. 9 ans, c'est déjà long. Si on rajoute 2 années, ça devient intolérable. L'horloge tourne. Alice Bowman et son équipe attendent que New Horizons envoie les premières données télémétriques. Ces dernières révéleront si la sonde a pu se servir de l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Rouge, c'est mauvais. Vert, c'est bon. Gris, on n'a pas de données. Enfin, la sonde se manifeste.
PI, this is Mom on Pluto 1. Spacecraft telemetry for all subsystems is nominal. Spacecraft is outward bound from Jupiter, and we're on our way to Pluto. All right. Jusqu'ici, tout roule, c'est super. En se servant de l'attraction gravitationnelle de Jupiter, on a pu augmenter la vitesse de la sonde d'environ 20% et réduire la durée du voyage de 3 ans. En même temps, pour profiter de l'effet de fronde gravitationnelle, on s'est approché assez près de Jupiter. C'était l'occasion de faire de la science. C'était le seul moment où on pouvait pointer nos caméras sur de grands objets pour vérifier si elles étaient bien calibrées. On a utilisé tous les instruments de la sonde, mais la star, c'était Laurie. Okay. Oh, wow, look at that. Oh, yeah. And we got both of them. We got both of them. Okay, all right. À plus d'1,5 million de kilomètres de distance, Laurie recueille une série d'images de l'éruption d'un volcan sur l'une des lunes de Jupiter, Io. C'était la première fois qu'on réalisait un time-lapse d'un volcan ailleurs que sur la Terre. C'était unique. Another plume. Oh, my gosh. Yeah. On a une chance inouïe d'avoir obtenu ces fabuleuses images. Ça compense largement toutes ces nuits blanches et tout le travail qu'on a fourni. Après le survol de Jupiter, New Horizons entre en hibernation. Seuls les systèmes essentiels continuent de fonctionner. Le but étant de limiter l'usure des équipements. La sonde sera en veille durant la plus grande partie de son long voyage. Mais une fois par semaine, elle téléphonera à la maison. CNDH, this is Mom on Pluto 1, status check. Alice Bowman tient l'équipe informée de l'état de fonctionnement des différents systèmes. Alors que New Horizons progresse à travers l'espace vers la planète la plus isolée et la plus lointaine du système solaire, une révolution bouleverse le monde de l'astronomie. Après avoir été pendant 75 ans la 9e planète du système solaire, Pluton se voit retirer son statut par l'UAI, l'Union astronomique internationale. Pluto was, since 1930, a planet. He had stature, he had friends. Could it be the final indignity for the farthest and smallest planet on our solar system? Rock on Pluto, you'll always be a planet to me. Le public descend dans la rue pour défendre Pluton. Pluton est resté la planète favorite des Américains depuis sa découverte en 1930 par le plus improbable des astronomes amateurs. Fils d'agriculteur, élève d'une petite école à classe unique, Clyde Tombaugh se passionne très tôt pour les astres. Son premier travail consiste à nettoyer les télescopes et à balayer les salles de l'observatoire Lowell. Il consacre le reste de son temps à chercher la source des perturbations de l'orbite de Neptune, la mystérieuse planète X. Tous les 2 à 3 jours, il place une plaque de verre photosensible sur le télescope et la fixe solidement. Puis il expose la plaque pendant 1 heure à la lumière de l'univers. Durant le temps de pause, le télescope motorisé tourne lentement pour compenser le mouvement de rotation de la Terre. Quelques jours plus tard, il renouvelle l'opération, prenant des clichés des mêmes portions de ciel. Puis, à l'aide d'un dispositif ingénieux appelé comparateur à clignotement, Clyde Tombaugh aligne les 2 images pour faire apparaître les différences. Le comparateur lui permet de passer d'un cliché à l'autre pour détecter d'infimes variations de luminosité. Bien que l'œil humain ait une bonne aptitude à discerner les différences, localiser un objet céleste de faible éclat, situé à des milliards de kilomètres de la Terre, va se révéler une tâche ardue. Mois après mois, malgré la rigueur de l'hiver, Clyde Tombaugh poursuit ses recherches. Une nuit, il a failli mourir de froid. Il avait les doigts tellement engourdis qu'il n'arrivait plus à ouvrir la porte pour sortir de la coupole. Ils avaient des tas de problèmes avec les plaques photographiques qui se cassaient à cause du froid. Il a donc inventé un nouveau support qui évitait que les plaques ne cassent. Et c'est ce qui lui a permis de faire cette découverte. Après près d'1 an de travail, Clyde Tombaugh finit par localiser un petit point
se déplaçant lentement dans le ciel nocturne. L'avez-vous repéré? Le voici. Deux mois plus tard, l'Observatoire Lowell annonce fièrement qu'un jeune assistant a découvert la 9e planète du système solaire. Grâce à cette découverte, mon père a pu aller à l'université. Sans ça, il n'aurait probablement pas pu se payer ses études. Cette découverte a été, à bien des égards, le moteur de notre existence. Après avoir découvert Pluton, Clyde Tombaugh enseigne l'astronomie. Pendant des dizaines d'années, il cherche une autre planète aux confins du système solaire. Mais malgré ses efforts, ni ses observations, ni celles de ses confrères ne portent leurs fruits. Jusqu'au jour où David Jewitt et Jane Lou relèvent le défi. Ces deux astronomes se lancent dans une recherche qui va durer bien plus longtemps que prévu. Pourquoi ça a été si long? Parce qu'il fallait le temps que la technologie se mette à niveau. Si les étoiles lointaines sont faciles à voir, car elles émettent leur propre lumière, d'autres corps célestes sont bien plus difficiles à percevoir. En effet, la lumière doit voyager du Soleil jusqu'à l'objet, se réfléchir à sa surface, puis effectuer un long trajet vers la Terre. Lorsqu'elle nous parvient, elle est à peine visible. Les deux astronomes espèrent que les avancées dans le domaine des détecteurs numériques, dont bénéficient aujourd'hui nos smartphones, vont leur ouvrir de nouveaux horizons. Après 5 ans de recherche, leurs efforts sont enfin récompensés. Voici une série d'images du premier objet. Il se décale de là, à là, puis à là. Il dérive lentement vers la gauche. David Jewitt et Jane Lou découvrent plusieurs autres objets se déplaçant lentement. Une conclusion s'impose, Pluton n'est pas seul. En fait, elle a toute une ribambelle de voisines. Ils baptisent cette nouvelle région du système solaire la ceinture de Kuiper, d'après le nom de l'astronome qui en envisagea l'existence dans les années 1950, Gerard de Kuiper. La découverte de la ceinture de Kuiper fait profondément évoluer notre connaissance du système solaire. Mais elle remet également en cause le statut planétaire de Pluton. S'agit-il d'une planète ou d'un objet transneptunien parmi de nombreux autres? Mon père était au courant des rumeurs et ça l'a contrarié. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais la communauté scientifique ne va pas s'en tenir là. Quelques années plus tard, un jeune astronome, Mike Brown, inspecte à son tour le système solaire externe. Il s'est fixé un objectif ambitieux, trouver un objet de la ceinture de Kuiper plus grand que Pluton. On pensait qu'on allait peut-être même trouver des objets de la taille de Mars ou de la Terre. C'était l'inconnu. Quand on a commencé les recherches en 1997, c'était assez grisant de penser à ce qui nous attendait. À l'observatoire du mont Palomar en Californie, Mike Brown a accès à la plus grande caméra numérique du monde. Les images étant transférées vers son ordinateur, le chercheur les analyse chaque matin. S'appuyant sur la technologie, il multiplie les découvertes. On a découvert Quaoar, un objet transneptunien moitié moins gros que Pluton. L'année suivante, on en a repéré un faisant les 3/4 de la taille de Pluton. Et encore l'année d'après, on a trouvé cet objet très brillant qui se déplaçait très lentement parce qu'il était extrêmement loin. Après tout ce temps, Mike Brown a du mal à croire que ses recherches ont peut-être enfin abouti. Je me suis dit, ce n'est pas possible. S'il est aussi brillant et qu'il avance aussi lentement, sachant qu'il est très éloigné, c'est qu'il doit être probablement plus gros que Pluton. C'est fou. C'était le premier objet identifié susceptible d'être plus gros que Pluton. Et ça a été le tollé. Si Pluton était une planète, cet objet en était également une. Alors comment fallait-il les appeler ? Notre découverte n'intéressait pas vraiment les gens. Ils s'inquiétaient juste pour Pluton. Cette découverte d'un objet plus gros que Pluton, qu'est-ce que ça signifie ? Depuis sa création en 1919, l'UAI, Union astronomique internationale, se charge d'attribuer un nom aux objets célestes. Mais elle ne peut baptiser celui découvert par Mike Brown
sans savoir s'il s'agit d'un objet transneptunien ou de la 10e planète. Cette découverte a soulevé un débat intéressant. Jusque-là, on n'avait pas vraiment défini le mot planète. On savait juste qu'il venait du grec, astre errant. On avait besoin d'établir une meilleure classification entre les planètes et les petits objets du système solaire. Au cours d'une réunion de l'UAI tenue à Prague, une nouvelle définition du mot planète fait l'objet d'un vote. Le sort de Pluton est scellé par cette simple phrase. Une planète a nettoyé le voisinage de son orbite. Pluton se trouve dans une région densément peuplée, composée de milliers d'objets transneptuniens. Contrairement aux planètes plus massives, elle n'exerce pas une gravitation suffisante pour faire place nette autour d'elle. Par ailleurs, son orbite est fortement elliptique et très inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Les 8 principaux objets qui dominent le système solaire sont des planètes. Ils sont gros. Ils décrivent une orbite circulaire autour du Soleil. Tous les autres objets, bien plus petits, ne sont pas des planètes. Selon l'UAI, Pluton n'est donc pas une planète. C'est une planète naine. On est parvenu à un consensus autour du fait que Pluton est une planète naine. Et ça ne me pose pas de problème. Ce qui me gêne, c'est quand on dit qu'une planète naine n'est pas une planète. Ça paraît un peu ridicule d'employer le mot planète pour désigner un objet qui n'en est pas une. Dans un sens, il est moins important de savoir comment désigner certains objets que de comprendre que des astres comme Pluton, la Terre, Jupiter, les exoplanètes sont remarquablement variés et présentent des configurations extrêmement diverses à travers l'univers. Pluton n'est peut-être plus la 9e planète du système solaire, mais elle ne manque pas de compagnes. Les planétologues continuent de découvrir d'autres planètes naines qu'ils affublent de surnoms temporaires comme Père Noël ou Lapin de Pâques. On a découvert que le système solaire externe foisonne de petites planètes. Ce sont généralement des objets rocheux et glacés. Beaucoup possèdent une atmosphère, la plupart ont des lunes. Elles ont tous les attributs des planètes qui nous sont familières, mais en miniature. Pour faire une analogie, un chihuahua est un chien, car il possède toutes les caractéristiques de l'espèce canine, mais en version miniature. Mais l'analogie canine d'Alan Stern ne fait pas l'unanimité. Et tandis qu'on découvre d'autres objets transneptuniens, une question se pose. Comment notre système solaire externe a-t-il pu produire ces minuscules planètes? Pour y répondre, il faut remonter aux tout premiers instants du système solaire. On pense que le système solaire a commencé à se former il y a entre 4,5 et 4,6 milliards d'années, lorsqu'une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière, s'est effondrée sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. Tout en s'effondrant, cette nébuleuse est entrée en rotation et s'est transformée en un grand disque de matière. Et c'est ce disque de gaz et de poussière qui aurait donné naissance aux planètes. Une planète se crée lorsque des matériaux s'agrègent pour former des blocs de plus en plus gros. Les scientifiques expliquent la formation des planètes par le phénomène d'accrétion. Les cailloux deviennent des rochers, les rochers se transforment en comètes, les comètes en protoplanètes et les protoplanètes en planètes. Après avoir atteint un certain seuil en termes de masse, les objets peuvent grossir plus rapidement grâce à la force de gravitation. Les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne aspirent des quantités massives d'hydrogène et d'hélium, balayant tout sur leur passage. Il paraît plausible que Pluton se soit formé plus près du Soleil et qu'elle ait été repoussée sur une orbite bien plus éloignée à mesure que les planètes majeures grossissaient. Pluton et les autres objets transneptuniens seraient les vestiges de ce processus de formation planétaire. On les désigne parfois sous le nom de planétésimaux, des objets célestes qui, pour une raison ou une autre, ont cessé de grossir. La croissance des planètes naines a été interrompue,
Ce sont des embryons planétaires. Et le fait de les étudier, plutôt que d'étudier des objets qui ont atteint une taille bien supérieure, nous permettra de mieux comprendre le processus de formation planétaire. On trouvera peut-être des indices à la surface de Pluton et dans sa composition qui nous éclaireront sur l'histoire du système solaire, de même que sur son architecture actuelle. Comment a-t-il évolué? Que s'est-il passé? Pluton pourrait même nous permettre de résoudre un autre mystère fondamental. D'après nos connaissances, 3 éléments sont nécessaires à la vie: de l'eau liquide, de l'énergie et de la matière organique. Un grand nombre de planètes naines pourraient réunir ces 3 ingrédients. Selon des modèles réputés, Pluton pourrait abriter un vaste océan intérieur. Et cette caractéristique serait commune à de nombreuses planètes naines. Or, qui dit eau liquide, dit possibilité, je dis bien possibilité, d'émergence de la vie. Les planètes naines pourraient donc être non seulement les planètes les plus répandues du système solaire, mais également les plus nombreuses à abriter la vie. Une chimie organique, ou chimie du carbone, peut clairement se développer à la surface d'objets comme des comètes, et probablement aussi des objets transneptuniens. Y a-t-il un lien avec l'existence de la vie sur Terre? La question reste totalement ouverte. Mais comprendre la richesse chimique de notre système solaire et de l'univers est absolument essentiel. C'est une pièce clé du puzzle. 8 juin 2008. New Horizons file dans l'espace depuis plus de 2 ans. Ce jour-là, elle dépasse l'orbite de Saturne. 3 ans plus tard, elle survole Uranus. Les 5 premières années de voyage se sont déroulées à la perfection. Mais c'est alors qu'un élément impondérable va mettre la mission en péril. Des images prises par le télescope spatial Hubble révèlent que Pluton n'a pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais bien 5 lunes. Ces lunes se sont sans doute formées lors de la même collision cosmique, il y a quelques 4,6 milliards d'années. 2 objets de la taille de Pluton se sont percutés et nous voyons les vestiges de cette collision. Si Pluton en est sorti intact, le 2e corps céleste a éclaté en morceaux, formant les 5 lunes que l'on observe aujourd'hui et qui présentent pour certaines une forme étrange. Toutes ces petites lunes sont génératrices de débris, et il se peut qu'un anneau composé de fines poussières se soit formé autour de Pluton. Or, la sonde va traverser tellement vite le système plutonien, à environ 50 000 km/h, que même une fine particule formerait un trou mettant un terme à la mission. En 1967, la sonde martienne Mariner 4 a été confrontée au même problème. Elle est entrée dans un nuage de poussière et pendant 45 minutes, ils ont vu apparaître des milliers d'impacts qu'ils n'avaient absolument pas prévus. Il y a clairement des particules dans l'espace qu'on ne sait pas détecter et qui peuvent mettre fin à une mission. Combien de coups New Horizons peut-elle encaisser? C'est ce que nous allons découvrir dans ce laboratoire hors du commun. Ce canon de la NASA peut propulser le plus petit des projectiles à plus de 27 000 km/h. Les particules de poussière que New Horizons risque de percuter sont de taille variable. Cela va de la tête d'épingle au grain de sable. Ces petits objets semblent inoffensifs, mais imaginez une tempête de sable où les vents souffleraient si fort que le moindre grain de sable pourrait vous tuer. Le canon est chargé, la salle est évacuée. Ce dispositif est si puissant que le métal est pulvérisé par l'impact. Un projectile est propulsé le long de ce tube de 37 mètres jusqu'à une cible composée des mêmes matériaux que ceux utilisés pour fabriquer la sonde.
La première couche est le revêtement thermique en or qui protège New Horizons. La deuxième couche est la paroi de la sonde. La troisième couche, une fine plaque de métal, représente la charge utile, les composants électroniques et les instruments scientifiques. Toute une série de tests est réalisée. De minuscules projectiles frappent la cible à la vitesse de l'éclair. Les résultats sont mitigés. La plupart des projectiles perforent le revêtement thermique avant d'aller se ficher dans la paroi de la sonde. Mais certains vont plus loin et passent directement à travers, comme ici. De quoi mettre fin brutalement à la mission. Le risque potentiel de collision avec un débris, mis en évidence suite à la détection d'autres lunes, augmente encore la complexité du survol. L'équipe New Horizons doit établir des trajectoires ou plans de vol alternatifs pour la sonde. Voici la trajectoire idéale qu'ils espèrent pouvoir suivre. On peut potentiellement suivre 4 trajectoires. Mais on ne saura pas avant 2 ou 3 semaines laquelle on va choisir. Le pire scénario, ce serait que la sonde entre dans le système, qu'elle commence à prendre des photos, qu'elle soit détruite à cause d'une collision et qu'on ne voit jamais les images. C'est assez angoissant. Je veux voir les résultats. Je suis content de ne pas être la personne qui attend que les données arrivent. À l'approche, on a prévu des observations pour surveiller les débris. Pour nous, ce ne sont plus des lunes, ce sont des risques. C'est marrant comme les choses changent. Il y aura toujours cette petite question lancinante. Est-ce qu'on a réussi? Et quand on va recevoir le premier message de confirmation, tout le monde va pousser un soupir de soulagement. Puis on va se regarder les uns les autres en disant « Je le savais ». 25 août 2014. New Horizons atteint l'orbite de Neptune 25 ans jour pour jour après Voyager 2. Cette dernière avait initialement pour mission d'étudier Jupiter, Saturne et leurs lunes. Mais elle a également recueilli des images étonnantes d'Uranus, de Neptune et de sa lune, Triton. Dans les années 60, 70, 80, on explorait sans cesse de nouvelles planètes. Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne. Ça a pris fin en 1989 avec Voyager. C'était il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on reprend le flambeau. C'est formidable. 6 décembre 2014. Après des années d'hibernation, la sonde sort de son sommeil. La dernière étape de son voyage est sur le point de commencer. Ce soir, on va mettre fin à l'hibernation. On a mis la sonde en sommeil pendant presque tout son voyage de 5 milliards de kilomètres à travers le système solaire. Maintenant, c'est fini. C'est un jour historique. Lorsque la sonde aura vérifié le bon fonctionnement de tous les systèmes, elle enverra un rapport à l'équipe au sol. Quand on reçoit un signal de la sonde, ce sont des données qu'elle a envoyées 4h30 plus tôt. Pour réceptionner le signal, on utilise un réseau spécial, le DSN. Ces énormes antennes sont réparties en différents points du globe, ce qui permet à l'équipe de rester 24 heures sur 24 en contact avec la sonde, malgré la rotation de la Terre. La sonde a un émetteur de 10 watts. C'est assez incroyable qu'on puisse capter ce signal sur Terre. À titre de comparaison, une station de radio utilise 50 000 watts pour transmettre un signal. C'est une véritable prouesse. Et tout ça grâce à la technologie mise en œuvre dans les stations du réseau DSN, ces antennes fantastiques. Quelques membres de l'équipe se sont rassemblés dans la salle voisine, prêts à célébrer l'événement. Avant de sabrer le champagne, il faut attendre que la directrice des opérations ait reçu un message du réseau DSN confirmant la réception d'un signal en provenance de New Horizons. Les données commencent à apparaître sur son écran. Mais avant de se détendre, les membres de l'équipe doivent vérifier que tous les systèmes sont en état de marche.
RF model on Pluto 1, status check. RF is green. Power, status. Power system is green. Propulsion, status. Propulsion is green. There we go. We have a nominal wake-up of the New Horizons spacecraft on our way to Pluto. Team is ready for the next leg of our journey. We got an encounter coming. Yeah. How about that? Certains jours, tout marche comme sur des roulettes. Here we go. Here. Cheers. And I'll take a big breath now. To Pluto and beyond. You're here. To history. History. This has been a very long road. It's for the world. Yes. Okay. Okay, thank you. Well, it's just C'est génial. We are on the other side of the On solar est à l'autre bout du système solaire, system, and, where comme we prévu. meant to be. We talk about the spacecraft, Quand on parle de la sonde, about it as if it's on en parle comme si c'était notre enfant, our child, notre bébé. baby. When it does Quand elle fait something quelque we chose don't d'imprévu, expect, we relate on a it l'impression perhaps d'avoir to affaire à une a petite terror terreur de 2 ans. or something like that. Elle fait So partie de la it really- famille. It becomes part of us. Au fil des ans, des centaines de personnes se sont consacrées à cette mission historique. Pour de nombreux membres de l'équipe, révéler les secrets de Pluton est le défi de leur vie. La mission New Horizons représente une grande partie de ma vie et de celle de mes enfants. Pour eux, recevoir ces données depuis Pluton, c'est énorme. Ils ont attendu ça toute leur vie. Alors que New Horizons s'approche de Pluton, l'équipe constate l'absence d'autres lunes. La sonde a peu de risque d'être détruite par des débris. Ils ont cherché partout sans trouver d'autres lunes. Ils étaient un peu déçus d'un point de vue scientifique, mais en termes de risque, c'était une très bonne nouvelle. Mais le soulagement est de courte durée. About 1:55 p.m. local, we've lost signal with the spacecraft. You just feel J'en avais l'estomac in the retourné. bottom of your stomach. You're thinking, Je me suis "Oh dit, my God, mon I Dieu, ce can't n'est pas believe this possible. is happening." On a eu une petite montée d'adrénaline. Aurait-on heurté quelque chose à des millions de kilomètres de la Terre? À la recherche d'une solution, l'équipe opérationnelle tente de se connecter au processeur de secours de la sonde, qui utilise une autre fréquence radio. Right away, Le réseau DSN a immédiatement localisé ce signal. On était soulagés. On avait retrouvé notre sonde. Il s'est avéré que le processeur principal avait réinitialisé ses paramètres et activé le processeur de secours. Le pire cauchemar qu'on puisse faire une semaine avant le jour J. On pouvait résoudre le problème. Le tout était de savoir si on y arriverait à temps. Alice n'a pas dormi, je vous jure. Sauf une nuit où elle s'est allongée quelques minutes par terre. J'ai dormi là-bas plusieurs nuits. Quand on a un enfant malade, on reste à ses côtés pour l'aider à se rétablir. L'équipe règle le problème 7 jours seulement avant le survol de Pluton. On n'avait plus que 4 heures pour y arriver. La mission est à nouveau sur les rails. Bientôt, un flot d'images déferle. Ça s'améliore de jour en jour. La semaine dernière, on a obtenu des données fabuleuses. On en bave d'impatience. La prochaine image envoyée par Laurie sera une image complète de Pluton. Et on pense qu'elle sera vraiment révélatrice. Je suis très impatient de la recevoir. Pris à près de 800 000 km de distance, voici le dernier portrait de Pluton avant le survol rapproché. Selon les scientifiques, les zones claires seraient de la glace. Quant aux zones sombres, ce pourrait être une couche de molécules organiques provenant de l'atmosphère. Waouh! Et voilà le cœur. Oui. La région en forme de cœur. On en voit bien les contours ici. Il y a beaucoup de cratères. Oui. La vache. C'est époustouflant et impressionnant.
Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il reste une dernière étape, la plus importante de toutes. Le public retient son souffle, tandis que l'équipe attend anxieusement un signal de la sonde confirmant qu'elle s'est approchée à moins de 13 000 km de la surface de Pluton et que tous ses systèmes sont intacts. Stand by for telemetry. PI, Mom on Pluto 1. We have a healthy spacecraft. We've recorded data of the Pluto system, and we're outbound for Pluto. We did it. Soulagée et très contente. Ouais. Chaque compte-rendu d'État était une douce musique à mes oreilles. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça? Dès le lendemain, la petite sonde, croisant à 5 milliards de kilomètres de la Terre, a commencé à envoyer les premières images en gros plan de Pluton, avec ses montagnes de glace culminant à près de 3350 mètres. Et sa plus grosse lune, Charon, quasiment dépourvue de cratères. En 2016, les scientifiques ont confirmé la présence sur Pluton d'énormes quantités d'eau sous la forme d'un cœur de glace et d'une atmosphère. Il faudra 16 mois à New Horizons pour transmettre l'intégralité des images et des données collectées, tandis que la sonde poursuit son voyage à travers la ceinture de Kuiper et au-delà.